l'émission monétaire énorme qui a été faite risque de créer une crise de confiance dans le dollar. Et c'est ce que les fonds souverains sont en train de faire. Et là, alors je suis d'accord avec vous, la vraie opportunité, elle n'est pas tellement sur le système bancaire qui purge et qui est en train de prendre une médication, elle est sur la possibilité que Trichet n'arrête pas de mettre sur le tapis de façon extrêmement discrète que l'euro s'érige en monnaie de référence fédérale, que l'euro puisse emprunter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette réaction ridicule de tous les États qui font des sauts de puce et qui sont contraints de refaire des choses, je voudrais juste terminer, c'est qu'à ce moment-là, l'euro puisse financer d'une part un vrai programme productif qui nous manque et qui ne consiste pas à faire des bagnoles et à donner 1000 euros aux gens pour que simplement le bilan immédiat de Renault soit meilleur, mais qui consiste à lancer les programmes écologiques que nous n'avons pas fait pendant 30 ans. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali, Qui connaît les 2 premières lois que Hitler a promulguées? Les 2 premières lois que Hitler a promulguées qui, non seulement l'ont jamais mis dans une catégorie à part de toutes les autres personnalités historiques, mais qui ont également créé le plus grand miracle financier de toute l'histoire. Qui connaît ces 2 premières lois? À Berlin, un jeune garçon juif du nom d'Ernest Conrad mange avec ses parents, qui tentent de se rassurer mutuellement à propos d'Hitler. Un engouement passager voué à l'échec. Avant les lois de Nuremberg. Avant ça, des années avant, quand Hitler a pris le pouvoir, quelles sont ces 2 premières lois? Il disait, ça ne durera pas, cet homme est fou. Comment les Allemands peuvent-ils l'écouter? Ok, je vais vous le dire. Qu'a-t-il à leur offrir? Le cadeau d'Hitler à l'Allemagne, c'est une campagne de terreur raciste. Premièrement, plus de pornographie. Mon père et nous tous avons perdu notre nationalité allemande. Son compte bancaire a été confisqué et ses affaires commerciales quasiment réduites à néant. Plus d'homosexualité, plus de ces cochonneries. Interdites. Il n'y a pas que les Juifs qui sont persécutés. Berlin, dans les années 20 et 30, était le Sodome et Gomorrhe de l'époque. In the 20th century, after the First World War, the world's great metropolis of vice was Berlin. Berlin in the 1920s was the sex capital of Europe. De Las Vegas de l'époque, le Sodome et Gomorrhe de l'époque. L'homosexualité, la pornographie, la bestialité, toutes ces cochonneries du monde, Berlin en était la capitale. If you knew what to look for, you could find anything known to man in the sexual world was available on the streets of Berlin. On any given night, as many as 100,000 prostitutes walked the streets or worked the sex clubs across the city. Il a interdit tout ça. Il a fermé tous les bars, les clubs gays, toute la production. Tout ça était aux mains des Juifs. There were all different whores with different kinds of makeup on the street. For instance, one was called Mutzi. Mutzis who were prostitutes who hung out on just one street, Mutzstrasse,
and these were pregnant prostitutes. Tout ça était aux mains des Juifs, malheureusement. Lorsque l'on plonge dans l'histoire des guerres du passé, que l'on découvre ces événements tragiques mêlant héroïsme et folie destructrice, très vite ces faits deviennent presque irréels et sans lien avec l'histoire contemporaine. Deuxièmement, quelle est la seconde loi? Interdiction de prélever des intérêts. Plus de prêts à intérêt. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi plus d'intérêt? Parce que tous ceux qui avaient de l'argent à prêter étaient juifs. Il n'aimait pas ça. Il a dit plus d'intérêt. Pourquoi? À cause des taux élevés que les juifs imposaient. Tellement élevés que ça a mené l'économie allemande à la ruine. Par exemple, quelle que soit la manière dont on considère les conflits de la Grèce antique, la guerre de Troie ou encore les conquêtes d'Alexandre le Grand, ce que nous retenons doit plus au cinéma qu'aux récentes recherches des historiens. Ils l'ont détruite, comme ils avaient détruit la Russie quelques années auparavant avec le communisme. La guerre est faite de héros, de gloire, et inévitablement les horreurs se perdent au milieu du récit. Les Juifs ont détruit la Russie, pas les goïms, les Juifs. Le communisme, c'était les Juifs. Ne vous laissez pas berner. Étudiez l'histoire. Karl Marx et tous les autres damnés, ils étaient tous Juifs. Mais contredisant le vieil adage qui déclare que l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs, ce qui est tout à fait juste. L'histoire n'est écrite que par les vainqueurs, ce qui est tout à fait juste. L'arrivée et l'emploi massif de la photographie nous permet de découvrir le vrai visage de la guerre. Mauvais, mais juifs néanmoins. Ils ont détruit la Russie et il a écrit dans le chapitre 2 de Mein Kampf, ils ont détruit la Russie, ils veulent maintenant détruire l'Allemagne. C'est pourquoi il faut que je les détruise. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, c'est juste l'histoire vraie. Donc, pour comprendre le concept même d'une guerre à l'échelle mondiale, la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945 est sans doute la parfaite démonstration de l'inhumanité de l'homme, mais aussi de sa bravoure, c'est-à-dire du pire au meilleur de la nature humaine. Donc, il a vu que les Juifs contrôlaient le système financier et qu'ils prêtaient à des taux tellement élevés qu'ils détruisaient l'économie allemande à tel point que quand vous alliez acheter du pain à la boulangerie, il fallait y aller avec une charrette remplie d'argent. Le marque s'effondre, c'est l'inflation. L'argent perd toute sa valeur. Le temps d'arriver à la boulangerie, c'était déjà plus assez. Pourquoi? Parce que l'inflation était tellement élevée, le pain valait beaucoup plus et l'argent avait été dévalué. Il faut des millions de marques pour acheter une miche de pain. Il s'est dit, quelle est la cause? Parce que personne n'a les moyens de faire plus de quoi que ce soit. Parce que les taux sont tellement élevés, alors il a décidé de supprimer l'intérêt. Interdit de prêter avec intérêt. C'était au moment de la Grande Dépression partout dans le monde. Le monde entier s'effondrait. Les États-Unis, le Royaume-Uni vivaient un effondrement financier. Tous les pays s'effondraient. Et après le crash de Wall Street en 1929, le monde entier dut faire face à une crise économique et financière baptisée la Grande Dépression. L'Allemagne encore plus que les autres. Mais après avoir promulgué cette loi interdisant l'intérêt, en seulement 6 ans, l'Allemagne est devenue la première, la plus prospère économie au monde. Avec Hoover, élu en novembre 1928, l'Amérique semble au comble de la prospérité. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs, comme sur le coton. Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris, où l'optimisme règne. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde.
on a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer. Ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. Troubles révolutionnaires à Cuba. Agitation menaçante au Chili. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Grève et manifestations violentes en Belgique, où les femmes sont à la pointe du combat. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques, assiégées par le public, sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles. Grève chez les dockers. Grève dans la batellerie. Des barrages doivent être rompus par les gardes mobiles et par les marins. Les commerçants protestent contre les mesures fiscales. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Dans Paris et dans les grandes villes, des soupes populaires viennent aider les sans-travail. En novembre 1932, l'élection du président Roosevelt ranime l'espérance. Avec son Brain Trust, il va prendre des mesures hardies. De gigantesques travaux sont entrepris, comme le barrage du Colorado. En France, on suit cet exemple et à Génissia, le Rhône domestiqué va fournir en abondance l'énergie électrique à la région parisienne. En Allemagne, le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer. Il construit des autoroutes dont l'utilité est surtout militaire.
On a appelé ça un miracle financier. Pourquoi? Ils avaient été les seuls à avoir le courage de supprimer l'intérêt. Ceci est une des raisons principales pour laquelle ils détestaient les Juifs. Parce qu'ils avaient détruit l'économie à cause de leur cupidité. Ça ne l'excuse pas du tout, ne mélangez pas tout. Mais ceci est en train de recommencer. Le business des prêts en espèces aujourd'hui est en train de détruire l'économie américaine. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en défaut de paiement, tous ceux qui se sont fait voler, vous savez qui ils sont? Les petites entreprises. Les petites entreprises sont le fondement de l'économie, pas les grandes. Coca-Cola, Apple, Google, Amazon, tous ces grands groupes font marcher les affaires, mais c'est pas ça l'économie. Le fondement de l'économie, ce qui fait prospérer, c'est quand les petites entreprises se créent et prospèrent. Les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, elles ont un très gros enjeu, c'est effectivement coller au terrain de l'économie et du business. Aujourd'hui, on a vécu des crises, on voit des relances qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins puissantes sur un secteur d'activité. Donc elles ont des problématiques de réactivité, d'agilité, à la fois gérer leurs coûts, leurs problématiques d'organisation, de structure, piloter leur métier. Et puis c'est aussi générer la trésorerie nécessaire pour la bonne vie de leur entreprise. Et puis c'est savoir prendre les opportunités de business au niveau national et international, pouvoir se relancer très très vite dès que leur marché repart. Donc aujourd'hui, une entreprise, il faut effectivement qu'elle colle au terrain de l'activité économique. Parce que c'est elle qui emploie le plus de personnes. Si les petites entreprises se portent bien, alors l'économie prospère. Si les petites entreprises vont mal, l'économie s'affaiblit. J'ai travaillé 20 ans dans la finance, je sais de quoi je parle. Donc, quand vous avez un secteur dont l'objectif numéro 1, directement ou indirectement, est de détruire les petites entreprises, vous savez quoi? Ça recommence. Et vous verrez bien, personne ne m'écoute, personne ne le dit la Torah, personne n'étudie l'histoire, tout le monde s'en fout, mais ça va exploser. Pour mieux comprendre comment les entrepreneurs affrontent l'épidémie de coronavirus. Évidemment, depuis le début de l'épidémie, de très nombreux entrepreneurs ont dû totalement cesser leur activité. Certains ont su réagir et modifier complètement leur système de production. C'est le cas d'une entreprise qu'on va découvrir dans un instant, entreprise de tissage de textiles pour l'habillement féminin qui s'est mis du jour au lendemain quasiment à la production de masques textiles. Dans le monde d'avant, cette salle aurait été bondée, a fortiori un samedi. Dans le monde d'avant, elle aurait généré 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Aujourd'hui, elle fait surtout transpirer son gérant. Pas de salaire, 10 000 euros de charges qui courent et un trou qui se creuse dangereusement. Un mois, c'est énorme. 4 semaines de chiffres qui ne rentrent pas, c'est énorme. On a beau repousser les crédits, etc. Ils seront là, hein. Ce n'est pas des cadeaux. Hein. Aujourd'hui, on ne nous fait pas de cadeaux. Hein. Ce n'est pas les 1500 euros d'aide qui vont aider à quoi que ce soit. Hein. Alors, pour la première fois de sa vie, ce champion de France de bodybuilding est allé manifester hier. Avec quelques autres, il est allé en préfecture enterrer son activité un 1er mai, jour de fête du travail, tout un symbole. Il y avait là les travailleurs ordinaires, ceux qui ne parlent pas ou si peu, ceux qui ne militent jamais, n'ont ni carte ni mandat, comme Julien Di Marco, porteur de cercueils improvisés. À quelques mètres d'un géant du bricolage pris d'assaut, son entreprise familiale de motoculture s'asphyxie doucement. 42 ans d'existence, 260 000 euros de pertes du jamais vu. S'il a revendiqué, c'est aussi au nom de ses 10 salariés. Annulation des charges avec également, si on peut, un chômage partiel qui sera reconductible tout au long de l'année 2020. Quoi. Ouais. Pour vous, le chômage partiel, c'est vraiment une mesure importante? Ça peut rester une solution dans le sens où on est aidé par l'État et si jamais on n'a pas ce chômage partiel, on va devoir procéder à des licenciements. Les aides, ce qu'on peut faire actuellement en termes de chiffre d'affaires, ça reste un pansement sur une plaie ouverte, donc c'est vraiment pas assez. Je suis sûr qu'au 7 mai, on sera encore rouge. Et rouge, ça repousse encore de 4 semaines. Je sais pas. Je sais pas comment le voir. On espère que les gens vont se rapprocher de ce que j'appelle les fondamentaux du commerce, quoi. Allez revoir vos commerçants. Car quelles que soient les aides à venir, l'antidote à l'hécatombe économique qui s'annonce est plus que jamais entre les mains des consommateurs responsables. Et vous verrez que Edom, la Torah prédit le retour d'Edom. Le nouvel Edom, c'est l'Amérique. Edom, c'est l'Amérique. Pourquoi? L'Amérique, c'est Edom, je vous le dis.
Vous verrez bien ce qui va arriver. Et vous verrez tout d'un coup que les 6 millions de juifs vivant en Amérique, dans le confort, pour certains dans le gouvernement, dans la politique, d'autres à la tête de grandes entreprises et ainsi de suite. Vous savez quoi? La même chose s'est passée en Allemagne. Nous étions dans la politique, dans les affaires, nous réussissions, nous étions puissants. En Allemagne, c'était pareil. En Grèce, pareil. À Rome, pareil. En Égypte, pareil. Vous savez quoi? Nous en voulons toujours plus. Nous péchons, nous devenons mauvais. Que se passe-t-il? Vous voulez faire le mal? Dieu va vous punir. Vous savez quoi? Il va vous rendre la monnaie de votre pièce. Ceci est en train de se passer sous nos yeux. Malheureusement, je ne sais pas si les grands rabbins de notre époque s'en rendent pas compte ou sont nonchalants. Je ne sais pas.